Merci à Interphone d'être partenaire de cette 3e saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Ma chère mère qui disait, mais est-ce que tu prendrais pas quand même au moins un mi-temps ou une sécurité de l'emploi? Est-ce que tu prendrais pas au moins un contrat traditionnel? Et je les comprends tout à fait, les pauvres, ils envoient leur fils pseudo-agriculteur faire des études, et puis ils sortent des études disant, mais en fait je vais pas prendre de job grâce à mon diplôme, j'ai lancé ma propre boîte. Et j'étais, attends, tout ça pour ça? Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir David Lachet, fondateur de Oh I Met My Co-Founder. Je suis Geoffroy Josquin et je suis impatient de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour David, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Geoffroy, je vais très bien et toi? Très bien, très bien. Pour commencer, première question, qui es-tu David? Première question, mais là on est déjà parti pour une demi-heure. Bon, David, enchanté. Un petit gaillard qui est passionné d'entrepreneuriat et qui fait son bout de chemin et qui adore tenter, tester, lancer, retenter, retester, relancer. Si je prends depuis le début, moi je viens pas du tout de la région. À la base, moi je viens des cantons de l'Est, ou plutôt le dernier village encore avant les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc je vis vraiment aux trois frontières, fils d'agriculteur, éleveur laitier. Donc moi, mon paysage était des belles vaches, une belle ferme jusqu'à mes 18 ans et jusqu'à prendre le pari de tenter des études. Et là, à ce moment-là, j'ai débarqué à Louvain-la-Neuve, tout simplement, où c'est une ville qui m'a beaucoup parlé quand on a fait les visites scolaires à l'époque, où il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de culture qui émanait de cette ville et beaucoup d'opportunités aussi, tout simplement. Et ça m'a parlé directement. Donc, j'ai tenté la greffe et la greffe a bien pris. Et j'ai débarqué à ce moment-là dans les années 2010. Et grosso modo, j'ai fait mon petit parcours, Sciences Éco, tout à fait normal, et je m'amusais bien, mais je me suis encore plus amusé à découvrir le monde associatif, donc pas spécialement les gros cercles bibitifs, mais surtout les assos de jeunes qui en voulaient. Ça peut être des juniors entreprises, ça peut être des assos sur l'entrepreneuriat, c'est des quotes à projets, je pense que j'ai à peu près tout fait. Et ça a été une petite révélation pour moi à ce moment-là, c'est-à-dire que j'adorais l'esprit d'équipe, j'adorais les petites équipes. Et contrairement à la majorité de mon auditoire qui voulait vraiment ambitionner d'être dans les grosses boîtes de consultance, j'étais là, non, moi je préfère les petits navires, entre guillemets, qu'au gros paquebot. Et là, l'entrepreneuriat a vraiment fait sens, où j'ai commencé à lancer 1, 2, 3, 4 projets, à faire des concours entrepreneuriaux, j'ai fait des concours de pitch, des incubateurs à gauche, à droite, et là, je me suis vraiment, vraiment bien amusé, et surtout développé, à titre professionnel, mais surtout à titre personnel. Et en fait, jusqu'à arriver à la fin de mes idées un peu folles. Et là, je me suis dit, mais tiens, il me faut un nouveau projet, un nouveau challenge, mais lequel? Et donc, je me suis dit, tiens, comment faire sortir du bois des gens qui ont des idées intéressantes, qui sont intéressants, qui sont passionnés et passionnants. Et là, différents constats. Mais je ne sais pas si je devance déjà tes questions ou pas, donc j'arrive déjà sur l'aventure Oh I Met à ce moment-là, mais grosso modo, j'avais besoin d'un outil qui permettait aux gens de partager librement leurs idées folles et de rencontrer des gens tout aussi fous qu'eux. Et en plus, ça peut paraître un peu étonnant aujourd'hui, mais j'étais un peu asocial, dans le sens j'étais pas le gars le plus connecté ou naturellement connecté aux gens. Donc il me fallait un outil pour aller vers les gens et rencontrer vraiment les personnes intéressantes. Donc j'ai naturellement pensé au speed dating. Speed dating qui permet de rencontrer table après table des gens vraiment intéressants et pertinents. Et donc ça, c'est le concept de base de Oh I Met, avoir une sorte de libre échange autour des concepts de chacun et de toujours pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment, avec évidemment beaucoup de préparation en amont, parce qu'on est un peu les Tinder dans l'entrepreneuriat. Donc on fait des matchs sur base des compétences, des expertises, des besoins de chacun. Et comme par hasard, on leur dresse un itinéraire qui, comme par hasard, les mène face à des personnes intéressantes lors de leur événement. Et ça fait toute la différence. Et donc tu te définis, on a déjà discuté plusieurs fois, comme fils d'agriculteur. Le métier d'agriculteur ne t'a jamais tenté? Si, mais pas suffisamment. Je pense que j'aime beaucoup travailler dans la ferme. Je suis quelqu'un qui vit au grand air, qui a besoin des campagnes, qui a besoin de respirer. Mais clairement, le métier de l'agriculture aujourd'hui est très difficile. Mais quand on dit difficile, les gens ne s'en rendent pas compte. Ça m'a appris énormément sur la capacité de travail et par tous les temps, par toutes les situations, en fait, tout simplement. Mais par contre, c'est vraiment une vocation. Et je pense que j'étais fan sans être dans l'esprit de vocation d'agriculteur. Et je pense que mes parents ont aussi la lucidité de dire, tiens, le monde de l'entrepreneuriat va quand même, de l'agriculture va quand même assez mal. Je pense que tu as une porte de sortie, tente-la, il n'y a pas de souci, on t'encourage.
Peux-tu nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale, donc de OIMET, de la jeunesse de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui? Donc il faut vraiment comprendre, malheureusement ou heureusement, OIMET est fortement corrélé à ma personne. Donc à l'époque, fils agriculteur, je débarque dans une ville que je ne connais pas, dans un écosystème que je ne connais pas. Et donc je fais mes dents à travers mes études, mais à travers des projets aussi en parallèle. Et là, je me rends très vite compte que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle énormément. J'ai été dans des incubateurs, j'étais dans les concours entrepreneuriaux. On m'a même surnommé le bulldozer parce que j'ai une capacité à pitcher et à convaincre. Ou en tout cas, quand je suis passionné et convaincu par un truc, apparemment, je le communique assez bien. Et à ce moment-là, en fait, c'était assez intéressant parce que j'arrivais à la fin de mes listes d'idées folles à lancer. Et pour te dire, dans mon top 10, j'avais notamment, étudiant que j'étais, j'allais dans des festivals. Et un de mes projets, c'était des coffres fluorescents pour tentes de camping pour arrêter de se les prendre dans les pieds quand tu vas pisser la nuit, tu vois. Et donc j'étais, ok, c'est peut-être pas avec ça que je vais révolutionner le monde. Et à ce moment-là, j'avais envie de trouver des gens qui étaient plus malins, plus intelligents que moi et qui avaient des vraies bonnes idées, disant, mais tiens, j'ai décidé que je voulais entreprendre et donc lancer un projet. J'estime pas avoir les idées les plus folles au monde, mais quelle est ton idée? Mon background à moi, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'envie et, by the way, des compétences en stratégie, marketing et gestion. Et peut-être que toi, tu es très fort dans la tech ou que sais-je, j'ai envie de t'accompagner. Donc le premier événement OIMET est né comme ça, parce que j'avais envie de rencontrer ces gens-là et parce que les événements qui existaient ne me donnaient vraiment pas satisfaction. De un, les événements traditionnels de networking, c'était quoi? C'était des gens où il y avait 300, 400, 100 personnes dans la salle. Et j'avais le syndrome du covoitureur où en fait je restais tout le temps avec les mêmes personnes à côté de moi. C'est les gens à qui j'avais covoituré jusqu'à l'événement, point barre. Donc je trouve que je loupais des opportunités. De deux, il existait aussi des applications de matchmaking en ligne, des Tinder dans l'entrepreneuriat, où là j'avais été inscrit. Mais j'étais matché avec des gens à Paris, New York, Amsterdam. Et moi, le mythe de la start-up et du projet naissance, c'était dans le garage, dans le grenier, où tu travaillais vraiment d'arrache-pied avec un truc hyper intéressant, mais au quotidien, quoi, vraiment au forceps aussi. Et donc j'ai voulu mixer les deux en disant tiens, des événements basés sur le matchmaking comme les applications, mais des événements physiques comme les événements de networking, ça permet déjà de coupler à deux choses, la proximité et des rencontres intéressantes. Mais il manquait la dernière pièce du puzzle, moi qui étais un peu asocial, qui avait du mal à aller vers les gens, un outil qui permet d'aller directement vers les bonnes personnes au bon endroit. Et donc j'ai pensé à un speed dating pré-matché, donc sur base vraiment des inscriptions de chacun. C'est comme ça qu'OIMET est né, vraiment, c'est une zone de libre droit, de libre parole, entre des gens qui ont le même mindset entrepreneurial, basé sur un outil de matchmaking en amont et un outil le jour J qui est un speed dating qui te dit à quel endroit et à quel moment te trouver pour, comme par hasard, rencontrer des personnes complémentaires à ton profil. Donc OIMET a vraiment répondu à mon besoin, qui était un besoin en fait one shot. Je me trouve un projet, je pars avec et puis basta. Ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas arrêté de recevoir des mails disant c'est quand la prochaine édition, c'est quoi le prochain truc, j'ai loupé la date, c'est quand la prochaine fois que tu passes dans ma ville et compagnie. Et c'est comme ça qu'OIMET est né. C'est juste parce que les gens ont continué à demander à avoir des sessions à gauche à droite. Et pour faire le parallèle avec ta future question de business plan, mais OIMET est devenu en fait à la base, plutôt était une ASBL, est devenue une société à partir du moment où on a commencé à prester pour d'autres communautés, des cercles d'affaires, des incubateurs, des coworking qui avaient besoin de mettre aussi leur communauté en action. Et donc là, on a vraiment des outils pour optimiser les interactions. Donc OIMET, un outil pour optimiser les interactions, à la base pour trouver son associé, aujourd'hui pour dynamiser une communauté. Dans le nom OIMET My Co-Founder, il y a My Co-Founder. Ouais. Donc au départ, c'était quand même pour faire se rencontrer des futurs associés ou c'était directement pour les networking dont tu parles? Non, c'est vraiment uniquement des futurs associés. D'ailleurs, la composition OIMET My Co-Founder est vraiment spécialisée sur les starters qui cherchent à s'associer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que par après, on était tellement niche et tellement spécifique que des cercles d'affaires nous demandaient d'adapter notre formule dédiée aux associés à du networking B2B. Et là, on est devenu OIMET. OIMET My Partner, OIMET My Customer, OIMET My Clients, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de stress. Donc, grosso modo, la base, et ce qui nous a fait connaître et qui fait encore le tour de la Belgique aujourd'hui, c'est bien co-founder associé, focus, starter, early stage, des gens qui sont au stade de l'idée, qui n'ont pas encore lancé leur boîte, qui dans les 6 mois savent qu'ils vont la lancer, mais ils ont besoin d'avoir quelqu'un pour s'épauler. Et ça, c'est vraiment notre cheval de bataille. Et quel est le business model derrière OIMET, puisque, sauf erreur de ma part, vous travaillez avec le système du chapeau, donc les gens payent un peu ce qu'ils veulent au niveau des participations. Oui, tout à fait. En toute transparence, à la base, moi, je pensais lancer une ASBL, ou une nouvelle assoce d'étudiants.
C'est-à-dire que je voulais permettre aux gens d'avoir des clés que pour se lancer. Des clés physiques, pas du coaching, pas du mentorat ou que sais-je, mais vraiment rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Donc le business model a toujours été créé de manière à dire il faut rendre ça accessible. On ne parle pas tout le temps à des gens qui ont déjà réussi, on parle à des gens qui sont encore des fois étudiants, qui ont encore leur code à payer, on parle à des gens qui ont encore leur emploi, il y a des gens qui sont au chômage, il y a des gens qui veulent vraiment se relancer, qui n'ont pas encore le budget que tout le monde peut avoir. Donc on a fait le parti pris de dire il n'y a pas de prix d'entrée, mais il y a un prix de sortie. Et tu mets le montant que tu estimes juste par rapport à l'expérience ressentie. Tu mets 50 €, tu mets 100 €, tu mets 5 €, aucun jugement n'est fait. Merci pour ta contribution. Mais derrière, il y a beaucoup d'heures passées derrière chaque événement, il y a pas mal de travail. Et donc, on s'est dit, tiens, comment est-ce que ça peut tenir la route, en fait, juste au niveau pérennité. Parce que même si on est une SBL, il fallait quand même faire un break-even. Et le break-even est arrivé parce qu'on a vraiment une communauté très, très qualitative. Et donc, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui désirent être mis en avant auprès de cette communauté et qui, là, on a aussi la chance, on a pu choisir nos partenaires avec pertinence, disant, ils ont vraiment une plus-value. Parce que nous-mêmes, étant entrepreneurs, on a été aidés par ces gens-là et on dit, OK, je sais de quoi ils parlent, je sais ce qu'ils font et je peux confirmer que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les entrepreneurs de demain, donc on les accepte comme partenaires. Et on est devenu une boîte d'événementiel, donc ça c'est la deuxième étape, à partir du moment où les fameux cercles d'affaires ou toute association nous a engagés en tant que boîte d'événements, disant écoute, j'ai une communauté X et Y, j'ai un événement, j'ai besoin d'avoir du peps, d'avoir de l'énergie, un truc bien rodé, bien fluide, est-ce que tu pourrais pas faire de l'animation pour nous ? Ok, et on a commencé à prester. Et de là, on est vraiment devenu dans une logique de boîte d'événementiel, un devis, on envoie, on preste, et ça fait vraiment son taf parce que notre peps et notre côté un peu fou intéresse pas mal, et surtout, ça rajeunit, ça redynamise beaucoup d'événements aujourd'hui. Y a-t-il une personne ou un événement spécifique qui a influencé ta décision de devenir entrepreneur ? Mes parents me racontaient encore que tout petit, j'allais creuser dans le fond à côté de la ferme, je remplissais des sacs de terre que j'allais traverser la route et les revendre à ma grand-mère, quoi. Donc j'avais peut-être 8 ans et ma sœur avait 4 ans, mais évidemment ma sœur était ma première employée qui s'amusait à creuser et remplir les sacs pendant que moi j'allais les revendre à ma grand-mère. De la terre qui n'avait aucune valeur, il y avait plus de pierre que de terre d'ailleurs, mais ma grand-mère bien gentille disait tiens vas-y je te donne 5 cents, 10 cents, et pour moi c'était le début de la fortune et j'étais parti avec ça. Donc je pense que j'ai toujours eu ça dans le sang et je viens aussi d'une famille où il y avait des marchands de bestiaux, vraiment beaucoup d'agriculteurs et du monde de l'agriculture, mais j'étais passionné par ça, quoi, les échanges, la négociation, comment est-ce qu'ils arrivaient à faire tout ça, c'était quelque chose qui me prenait aux tripes. Et c'est bête, mais même tout ce qui est éducatif en termes de jeux, même de jeux vidéo ou quoi, c'était que des football managers ou comment gérer ma ville, comment gérer ma Age of Empires pour ceux qui connaissent, donc des jeux de PC qui te mettent dans des situations de gestion. Donc je pense que j'avais naturellement ça en moi depuis tout petit et donc les études étaient assez naturellement aussi dans ce domaine-là. Mais je ne me considère pas quelqu'un de profondément instruit en termes entrepreneurial. J'ai encore énormément de choses à apprendre, donc je n'ai pas rencontré la personne qui dit « Oh, je vais devenir comme elle » ou que sais-je, même s'il y a des modèles qui pour moi sont vraiment intéressants. Donc voilà, c'est plutôt un cheminement naturel qui s'est fait sans trop se dire tiens, bam, il y a un déclic à ce moment-là. C'était juste, ça me paraît logique, allez, on avance. Et comment tes proches, tu parlais de tes parents, mais comment tes proches ont réagi lorsque tu as décidé d'emprunter la voie de l'entrepreneuriat ? Il y a eu 2 réactions. Majoritairement au début, notamment ma chère mère qui disait mais est-ce que tu prendrais pas quand même au moins un mi-temps ou une sécurité de l'emploi ? Est-ce que tu prendrais pas au moins un contrat traditionnel ? Et je les comprends tout à fait, les pauvres, ils envoient leur fils pseudo-agriculteur faire des études, et puis ils sortent des études disant « mais en fait je vais pas prendre de job grâce à mon diplôme, je vais lancer ma propre boîte ». Et j'étais « attends, tout ça pour ça ?» Donc en tant que parent, je pense que c'est assez légitime de réagir en mode réfléchis bien, ou alors c'est peut-être de passade, on verra si dans 6 mois il est toujours là, mais voilà, 8 ans plus tard, je suis toujours là. Oui, donc tu n'es pas passé du tout par le salariat. Donc Non, j'ai goûté un pseudo-salariat quand même, hein, donc... que ce soit par mes jobs d'étudiant que j'ai quand même multiplié pour mettre des beurre dans les épinards aussi, parce qu'il faut quand même être le plus indépendant possible et être vraiment capable de dire ok, je suis dos au mur, donc je sais vraiment les décisions que je dois prendre, et on est parti. Donc j'ai travaillé dans plusieurs bars, dans le service Horeca aussi, ce qui m'a aussi forgé, mais aussi bêtement à travers les stages. J'ai eu la chance d'avoir un stage rémunéré, ce qui est assez rare, mais j'avais été débauché dans une grosse boîte du Luxembourg où j'étais là ok, bah voilà, là maintenant je vois ce que c'est la cage dorée. C'était un gros stage de 6 mois et j'étais en mode après 3 mois, j'avais compris que c'était pas pour moi, quoi. Tu peux m'offrir ce que tu veux, mais j'ai besoin d'une liberté d'expression, et j'ai besoin de pouvoir dire tiens, la décision du matin a un impact l'après-midi, et le soir, le projet peut te changer. Et pas toujours avoir des références, ou N+1, N+2, N+3. Je suis épris de liberté et de liberté créative. Grosso modo, c'est ça. Donc, très naturellement, c'était aussi l'indépendant ou l'entrepreneuriat qui me parlait énormément.
Si tu avais l'occasion de revisiter ton parcours, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Oui, je suis beaucoup trop soit naïf, soit gentil. Je sais pas ce que je dois dire, mais niveau du pricing, ça a toujours été une horreur pour moi de me dire tiens, combien est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on peut demander, niveau des sponsors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur la table. Et en fait, je me rends pas compte, les gens me le disent souvent, tu te rends pas compte de la valeur que les événements apportent et de la qualité de la communauté présente. Et il m'a vraiment fallu un long cheminement pour dire mais en fait, c'est vrai, il n'y a qu'aux événements Waymed qu'on retrouve ceci ou cela. Et donc ça, je pense que dès le début, c'est un peu un syndrome de l'imposteur. J'étais encore étudiant quand je lançais ça. J'étais là, non, soyez gentils, s'il vous plaît, donnez-nous juste un peu d'argent que je puisse acheter les feuilles et l'impression et aller à l'imprimeur pour faire l'événement. Je pensais nullement à me payer un salaire. Je pensais juste à être break-even par rapport au coût. Moi, je le faisais par passion et j'étais dévoré par ça. Jusqu'à des 2-3 heures du matin, je pouvais travailler sans problème. Mais j'adorais ça, ça m'alimentait. Mais je pensais pas à me verser un salaire, par exemple. Donc c'était vraiment des choses où je me dis, tiens, dès le début, je pense qu'on aurait été un modèle très différent et des fois plus efficace aussi, en disant non, ok, là, il faut avoir quand même des limites budgétaires. Et encore maintenant, c'est un des défauts que j'ai aussi. Je vis beaucoup trop par passion, plus de l'émotion que de la raison, donc il faut que je fasse attention à ça aussi. Alors qu'aujourd'hui, vous êtes plusieurs, donc il y a plusieurs salaires. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous êtes combien maintenant? Donc j'ai la chance de travailler toujours avec une équipe très très jeune, mais notamment Nora, que tu connais bien, qui est une aura, une prestance incroyable. Avant le Covid, on était monté même à 3 employés. Et maintenant, il y a Nora et moi en temps plein. Donc j'ai aussi d'autres aventures entrepreneuriales et d'autres beaux projets lancés en parallèle, mais je suis revenu à temps plein ici en juin 2023. Et maintenant, on a aussi des collaborateurs plutôt freelance ou qui sont de passage ou des stagiaires aussi qui font que l'équipe marche bien. Et on va pas se le cacher non plus, on est dans l'événementiel, donc on a aussi des stages très professionnalisants et qui intéressent beaucoup les étudiants parce qu'ils savent que en 3 mois, 6 mois, ils vont voir du paysage, ils vont pas être derrière une chaise et ils vont vraiment aller sur le terrain. Donc j'avoue qu'on a énormément de demandes de stages aussi, donc c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir une équipe très très complète. Actuellement, on est 4, et donc ça tourne assez bien. Oui, tu en prends plusieurs par an de stagiaires, du coup. Oui, tout à fait. Mais on essaie de ne pas non plus exploser là-dedans, mais clairement, il y a de quoi faire. Et généralement, les stagiaires restent avec nous par après, même en student job. Et ça, c'est vraiment intéressant. Nora est une ancienne stagiaire qui a signé un CDI à la fin de son stage, par exemple. Donc, c'est vraiment une vision long terme qu'on a aussi. Donc, l'appel est lancé. Si des étudiants nous écoutent, s'il y a une belle pépite qui n'hésite pas. Quelles ont été les sources d'inspiration majeures pour toi en tant qu'entrepreneur, qu'il s'agisse de lecture, de mentor ou d'expériences vécues? Allez, si je dois en donner un, c'est parce que j'avais vraiment le modèle de serial entrepreneur en tête. J'adorais lancer plusieurs projets à la fois et je trouvais qu'en lançant un, il y avait l'autre qui m'intéressait aussi et l'autre me nourrissait et inversement. Donc un modèle à la Richard Branson avec Virgin était vraiment quelque chose où je me suis quand même... J'ai bien lu à son sujet et je trouve vraiment sa vision des choses très intéressante. Notamment dans le sens de la gestion des équipes notamment et de l'humain, disant écoute, les premiers ambassadeurs, certes c'est toi, mais c'est aussi ton équipe. Si l'équipe n'est pas investie, si l'équipe n'est pas nourrie et n'a pas la vocation de porter le même projet que toi, ça va pas le faire. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Et en plus le modèle Virgin qui avait plein de départements différents, Virgin Airlines, Virgin Mobile, Virgin Aéronautique ou tout ce que tu peux imaginer comme domaine, eux ils ont réussi à faire ça sous un seul et même branding. Donc à un moment donné c'était un peu mon projet fou d'avoir vraiment... tout ça sous une même coupole. D'ailleurs, j'ai lancé un startup studio aussi en parallèle, donc c'était aussi toutes des aventures qui m'ont permis de toucher à ça et comprendre aussi les limites que le modèle a et que j'ai aussi. Mais donc vraiment, si un modèle, ce serait Richard Branson par sa manière de faire et sa manière de penser. Et quand on a beaucoup d'idées comme ça qui sortent un peu de nulle part, comment est-ce qu'on arrive à se concentrer un moment et à avoir le focus sur... Alors le focus est vraiment une thématique que j'ai appris avec beaucoup de maturité parce que j'étais capable d'enchaîner beaucoup de projets en parallèle, mais parce que ça me drive. Et donc, au lieu de voir ça comme un élément qui te disperse et qui te coûte de l'énergie, moi ça m'alimentait. Donc c'est vraiment quelque chose de difficile à expliquer, mais travailler sur des projets où le projet A te fait penser à une chose X et le projet B te fait penser à un autre truc, ça alimente aussi le projet A de temps en temps. Donc ça m'inspire beaucoup. Mais il faut des projets qui soient aussi complémentaires. Donc par exemple, quand je lançais Waymed et que j'étais dans une phase de réflexion intense niveau stratégie, quel bonheur que j'avais d'être juste dans les bars le soir et de travailler dans le récap pour servir de mes deux mains, où là c'était plutôt en mode robot et physique et c'était vraiment dur physiquement, mais le mental se reposait et la journée le mental était très 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 chargé, mais le physique se reposait. Donc il y avait vraiment des complémentarités. L'événementiel permet ça aussi. Donc il y a des jours où tu réfléchis à la conception de l'événement et le jour de l'événement, tu es en train de monter, tu es en train de créer, tu es en train de bouger tout. T'es pas tout le temps non plus cérébralement
hyperactif, si, quand même, c'est quand même très demandeur, mais tu comprends ce que je veux dire. Donc les projets qui sont complémentaires et qui s'apportent les uns les autres, c'est vraiment une manière de faire un focus sans faire un focus. Certes, je travaille sur plusieurs projets à la fois, mais s'ils ont tous le même stade, la même maturité ou le même marché, tu vas y gagner aussi. Et moi, personnellement, à nouveau, ça m'alimente. Mais maintenant, certains m'ont toujours dit, écoute, fais un projet à la fois, tu verras, ça va faire une grande différence. Ils n'ont pas tort, mais moi, j'en ai besoin de 2. J'ai souvent besoin de 2-3 solutions en parallèle pour être certain que voilà, je suis à la fois challengé, alimenté, et j'adore vraiment le challenge à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, tu te définirais comme slasher ou multi-entrepreneur? J'espère un jour être un serial entrepreneur. Quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier dans ton parcours entrepreneurial et que tu souhaites partager avec notre audience? Je suis tellement heureux quand je vois que le public qui vient à nos événements repart avec le sourire. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître bateau, mais ça confirme chaque fois qu'on est vraiment toujours sur le bon segment, avec le bon créneau, avec le bon tempo, avec la bonne communication, avec la bonne manière de faire. Et quand les gens nous envoient des mails de remerciements en disant « Écoute, c'était juste incroyable, j'ai trouvé la pépite, j'ai enfin trouvé une terre d'accueil pour mes idées folles et mes projets fous », ça vaut de l'or. Ça vaut vraiment de l'or parce que c'est un alignement complet de la réflexion, de l'action à la post-prod, entre guillemets. On voit vraiment que ça a percuté. Et donc, quand on reçoit même des... tu sais, en fin d'année, tu as les cartes de famille qui te souhaitent joyeux Noël et bonne année. Nous, on a déjà reçu des cartes d'équipes qui ont été constituées suite aux sessions EMED qui nous envoient disant « Merci, c'est grâce à vous qu'on est là. On est en train de faire une levée de fonds. On a pu compléter l'équipe grâce à vous. » Enfin voilà, tout ça, ça fait vraiment plaisir. Et c'est vraiment pour ça que je le fais, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vecteur d'épanouissement. C'est permettre aux gens d'enfin concilier passion et profession. Donc ça, c'est primordial. Et quand je vois que ça marche et qu'enfin les gens s'épanouissent parce qu'ils sont en train de mourir à petit feu dans un métro boulot dodo qui ne les correspond pas et qu'enfin ils ont une voix de dire « Tiens, ça me parle et ça, je pourrais en faire mon métier et je vois que je suis capable de le faire avec quelqu'un qui est aussi compétent. Let's go ». Attention, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Il faut avoir les reins solides, il faut être risque adverse et savoir dormir aussi alors que la situation peut être compliquée. Mais par contre, c'est tellement valorisant, épanouissant, quand tu as ton premier client, ton premier sourire, ton premier accord, ton premier partenariat, c'est un feeling de dingue. Justement, je voulais venir parce que tu es jeune entrepreneur, il y a un peu, si on suit un peu les réseaux, YouTube et autres, une hype aujourd'hui sur l'entrepreneuriat avec des entrepreneurs qui annoncent gagner des centaines de milliers d'euros par mois en vendant des formations en ligne ou des trucs comme ça. Quel est ton avis par rapport à ce type d'entrepreneur, infopreneur ou... Peut-être mieux pas que j'en parle de trop. Non, mais justement, vas-y. Non, ça me dépasse et ça me dégoûte. C'est vraiment une très mauvaise image de l'entrepreneuriat à mon sens. Le type qui faisait, tiens, un jeune entrepreneur, viens gagner des millions, que sais-je, c'est pas du tout ce que j'ai comme image de l'entrepreneuriat. Moi, l'entrepreneuriat, c'est juste un synonyme d'avancer, de se mouvoir. Entreprendre, c'est bouger, c'est s'activer, c'est faire bouger les choses. C'est juste ne pas être passif et attendre que ça tombe. Donc, si les gens te vendent, des formations X et Y, et oui, tu vas devenir riche, et comment j'ai fait 100 000 euros en un mois, viens, je te montre, etc. Il y en a beaucoup, hein. Ah, il y en a beaucoup trop, mais... Enfin, non, je n'adhère pas à ça. Je n'adhère pas à ça parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la plus-value vraiment pour le terrain, le concret, la production. Alors, il y en a qui ne sont pas du vent, il y en a qui font ça très bien et qui ont vraiment une plus-value, je ne dis pas le contraire. Mais moi, sincèrement, mon réflexe, c'est juste de zapper. Et ça, c'est un réflexe que j'ai moi, c'est subjectif. Je suis juste pas resté accroché à ça, ça me parle pas du tout. Et j'ai vraiment une aversion, on me parlait de mes défauts tout à l'heure avec le pricing, mais je fais pas ça pour l'argent, quoi. Vraiment pas. C'est pas du tout un truc que je recherche. Donc, s'il y a un formateur qui me dit, tiens, voilà comment tu vas vraiment avoir le product market fit et répondre à des besoins des clients, ça me parle beaucoup plus que, voici comment gagner 100 000 euros à la fin du mois. J'ai toujours l'impression que là, c'est juste une course à vouloir écraser l'un et l'autre, et c'est pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat, quoi. L'entrepreneuriat, c'est rendre, à mes yeux, enfin un peu de pouvoir aux gens du peuple, entre guillemets, pour qu'ils puissent se réaliser eux-mêmes. Et inutile de lancer une multinationale. Enfin, on peut vraiment avoir une action locale, pointue, ciblée, bien équilibrée, qui te permet d'avoir un salaire correct tout en apportant une plus-value dans ta localité. Et ça, c'est déjà magnifique, quoi. Donc voilà, je ne partage pas toujours cet avis de « je dois gagner plus pour le mieux et vivement les grosses voitures » ou que sais-je. C'est pas pour ça que je le fais en tout cas. Le côté course est réel, puisque le problème, c'est aussi ce côté course, puisque s'il y en a un qui annonce 100 000, l'autre doit annoncer 200. S'il veut se différencier du premier, à un moment, on arrive à des dérives un peu... Oui, mais dans ce cas-là, tu mets le point, c'est juste de la com. Ouais, c'est juste de l'absurde. Tout à fait. Donc voilà, on est à côté du sujet et les gens
Si les gens font ça pour l'argent, je suis pas certain qu'ils soient spécialement épanouis. Donc voilà. On est d'accord. Et chez YMET, est-ce que vous faites un suivi post-rencontre de fondateurs? Trop peu à mon goût. Mais il faut vraiment comprendre qu'il y a deux choses qui se passent. Premièrement, les gens viennent avec des projets vraiment au stade de l'idée et qu'ils en parlent pour la première fois à des gens qui ne sont pas leur famille ni leurs amis. Donc même d'ici la fin de la soirée ou le lendemain, le projet peut avoir changé de nom parce qu'ils se rendent compte que c'était pas assez explicite. Le pitch a été changé à travers l'étape parce qu'à force de le répéter, ils se sont rendus compte de quel mot-clé était le plus important que les autres. Donc il y a vraiment un travail de présentation du truc. Donc faire le suivi par après, en fait le projet évolue tellement vite grâce à l'association YMET que le projet A est devenu projet B, mais on ne s'est même pas rendu compte que c'est le projet A initialement, quoi. C'est souvent les entrepreneurs qui racontent, tiens, j'avais un projet là, mais j'ai juste diversifié, pivoté et répondu aux besoins du marché, et je suis tombé sur un autre truc qui est très très bien, mais qui n'a rien à voir avec le projet de départ. Donc YMET permet cette réflexion-là. Et de deux, en fait, notre business model, comme je te l'ai dit, était aussi d'avoir des partenaires autour de nos événements qui, eux, font le suivi, qui sont des incubateurs, qui sont des relais, et qui vont permettre aux gens d'avoir vraiment les bons outils concrets. À nouveau, on ne les met pas entre les mains de ces fameux influenceurs qui vendent des trucs à 100 000 €. C'est pas intéressant pour eux et pas pertinent. Mais face à des gens qui savent correctement les lancer et donner vie à leur projet. Et donc ça, c'est la différence. Face aux inévitables défis de l'entrepreneuriat, quel a été ton plus grand obstacle et comment l'as-tu transformé en opportunité? Bon, déjà, le regard des gens. Ok, t'es entrepreneur, donc, boum, amalgame, tu gagnes 100 000 € par mois, tu veux te faire de la thune ou que sais-je. Et quand je leur parle de mes projets, de ce qu'on fait et que ils voient que c'est des événements à 30 personnes dans l'arrière-salle d'une boutique ou d'un bar, etc. Ils disent ah, ok. Et en fait, quand ils voient l'énergie qui se dégage, ils disent ah, ok. Et là, ils comprennent que l'énergie et la passion, c'est pour ça qu'on le fait. Donc déjà, le regard des gens de dire non, je suis pas un capitaliste à 3000% qui ne fait ça que pour emmagasiner, marcher sur les autres et avoir un appartement ou un bureau dans le plus haut building de la plus grande tour, de la plus grande ville du monde. Non, désolé, j'ai une autre vision. Deux, le plus grand défi entrepreneurial aussi, ce sont lutter contre des choses que tu n'as pas la main dessus. Donc l'événementiel était fortement touché par le Covid, c'est peut-être un exemple qui va être repris aussi souvent. Mais moi, j'ai juste utilisé ça comme rebond, quoi. Ok, on ne peut pas, donc on va se réinventer, donc on va lancer d'autres trucs. Donc à ce moment-là, j'ai racheté une autre startup qui n'avait rien à voir et j'ai relancé un autre bazar et j'ai juste, voilà, j'ai fait ça en pause, j'ai relancé un autre truc en parallèle et une capacité de se remettre en question aussi non-stop en disant, ok, c'est pas le bon moment, mais des fois c'est pas ta faute. Travaille au maximum sur les leviers auxquels tu as accès, sur lesquels tu as la main, et puis après tu verras pour le reste. Ça te paraît plus ou moins clair? Oui, mais plus personnellement, un défi que toi, auquel tu as vraiment fait face et que tu as surmonté et qui t'a appris une leçon. Bon, alors soit je suis beaucoup trop optimiste et rêveur, mais j'ai envie de me dire, on a toujours avancé quoi qu'il arrive, donc j'ai pas envie de me rappeler toujours des échecs, parce que oui, il y en a eu, on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu, ou des ratés. Qu'est-ce qui m'a atteint ou quel était le défi là-dedans? Oui, il y a toujours eu, moi qui mets vraiment une importance énorme sur l'humain, mais vraiment énorme. Les gens ne s'en rendent pas compte aussi à ce niveau-là, je pense. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, et qui de temps en temps, au niveau communication, c'est pas toujours évident, dans le sens où j'enchaîne tellement de trucs à une charge de travail assez dense que à un moment donné, ok les gars, aujourd'hui j'ai pas trop le temps, mais voici le briefing du jour, let's go. Alors que généralement, je prends des pincettes et je dis ok, voici pourquoi on le fait, dans quelles raisons on le fait, et voici pourquoi on doit atteindre ce but, et c'est parti. Et je me souviens qu'il y avait une collaboratrice avec qui c'était mal passé, et que j'étais mais en fait on s'est juste pas du tout compris, quoi. Et donc c'était assez frustrant parce que je pense qu'on était parti sur un très bon point de vue et qu'on s'est vu que c'est juste des niveaux communication de temps en temps. Ça s'est déséquilibré, et là j'étais là, mais en fait j'ai pas du tout compris sa réaction, elle a pas compris la mienne, et donc à ce moment-là, réussir à avoir une capacité de recul, disant écoute, ça ne peut pas marcher avec tout le monde, on passe à autre chose, et en tout cas je te souhaite bonne chance pour la suite, il n'y a pas de souci, mais voilà, tu avais d'autres ambitions et d'autres projets, vas-y fonce. Et j'avoue que au niveau partenariat ou collaboration, il y a déjà eu un défi où j'étais là, ça me reste à travers de la gorge, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a loupé quelque chose et j'ai pas compris pourquoi ça a foiré, et j'étais là, zut, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Mais par contre, c'était vraiment un vecteur disant, ok, David, respire. Niveau com, je pense qu'il y avait peut-être moyen d'être plus transparent par rapport aux décisions, aux réflexions. Mais donc vraiment, c'est l'approche que j'ai mise dès le départ. Donc une décision très très horizontale. Et en fait, les peu moments où j'étais un peu moins horizontal, je me suis juste dit, ok, c'est juste plus moi et plus le projet. Il faut qu'on repart dans cette direction-là. Et donc ça ne fait que réaffirmer nos forces et nos valeurs aussi, de dire, les gars, c'est ensemble, c'est notre projet, c'est notre direction.
Et là, c'est hyper important. Petite question sur la marque personnelle. Bon, on remarque quand même que beaucoup d'entrepreneurs sont plutôt timides ou plutôt discrets par rapport au monde extérieur, en présentiel ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que d'après toi, la jeune génération est plus libérée par rapport à ça et en étant digital native, s'expose plus facilement? Oui et non. On a ça comme a priori et les gens sont naturellement à l'aise et je dis pas le contraire. Mais c'est pas la majorité de tous, vraiment. Je trouve qu'il y en a pas mal qui restent disant « Ok, ça me dépasse » et il y a beaucoup plus d'acteurs passifs qui en effet observent et sont sur les réseaux, donc sont ultra connectés, ça c'est clair, mais pas en étant producteurs de contenu. Il y en a beaucoup qui observent. Il y en a qui passent le pas et qui se testent, mais bon, le regard des uns et des autres fait toujours mal et la méchanceté est toujours plus facile que la gentillesse, notamment quand tu as des mètres de distance, des kilomètres de distance. Donc ta question c'est est-ce que niveau personal branding tu vois une différence au niveau de nouvelle génération? Au niveau générationnel, surtout sur les réseaux, puisque les jeunes sont quand même plus habitués à passer une certaine génération. Ceux qui sont nés avec Internet et les réseaux sociaux sont plus habitués, donc est-ce qu'ils sont plus décomplexés par rapport à leur image digitale? Je suis pas certain que décomplexés soit le bon terme, parce que ça part tellement en vrille aussi. On parle beaucoup d'harcèlement, on parle aussi de beaucoup de choses bien moins joyeuses suite à des gens qui ont osé parler un petit peu sur les réseaux. Donc je suis pas certain qu'ils soient plus décomplexés. Je pense qu'ils ont accès à plus d'outils. Je pense qu'ils ont plus de facilité pour produire et se faire connaître. Le buzz est quelque chose qui existe, qui n'existait pas avant de la même manière. Clairement, je pense qu'il y a moyen de percer. Oui, tout ça, je ne dis pas le contraire. Mais est-ce qu'ils sont plus décomplexés? Oui, pour certains. Et là, je dis à nouveau, c'est clair, net et précis, mais je pense pas que ce soit de nouveau la majorité. La nouvelle génération, il y a quand même le côté un peu très observateur, très efficace en termes de messages suite à du contenu, mais de la produire du contenu aussi efficacement, c'est pas si facile que ça. Je sais pas si je suis clair dans cette réflexion-là. Pour approfondir un peu, toi qui rencontres quand même pas mal de créateurs, d'entreprises, est-ce que tu penses que l'avenir se situe justement dans le fait de plus se montrer? Je pense beaucoup qui sont de plus en plus qui font du building public, donc qui créent leur entreprise en s'exposant par rapport à chaque étape, en exposant sur les réseaux leurs difficultés et autres. Est-ce que c'est une voie d'avenir ou pas pour toi? En fait, c'est une excellente question à laquelle je n'ai pas encore la prétention d'avoir une réponse. Mon constat personnel, c'est que je suis mauvais en la matière. J'adore rencontrer les gens sur le terrain, je suis pas bon pour en parler en dehors. Je suis pas du genre à créer un LinkedIn. Allez, j'ai fait un post une fois pour parler de ma vie privée, justement avec différents incidents qui s'est passé. T'as cartonné. Oui, et ça m'a étonné, mais jusqu'à la dernière seconde, j'ai vraiment hésité à poster ça en disant tiens, est-ce que ça vaut la peine de lever le voile? Ce que je déteste, sincèrement, c'est pseudo-influenceurs qui parlent de la pluie et du beau temps et qui aujourd'hui j'ai claqué la porte et ça m'a révélé qu'en fait une entreprise peut claquer la porte du jour au lendemain et donc j'ai une révolution sur ma manière de gérer les équipes, etc. Je sais pas, moi ça me parle pas, ça me frustre, ça me bloque un petit peu. J'étais là, so what? Donc voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit sur les réseaux. Je trouve que c'est très difficile de temps en temps de faire le tri et que maintenant qu'il y a ChatGPT qui arrive en plus, on voit du contenu qui pue l'IA derrière et qui est ok. Et sinon, toi, t'es qui? Enfin, en dehors de ton discours commercial, tu es qui? Et ça, il n'y a rien à faire, mais autour d'un café et d'un verre, on comprend beaucoup mieux la personne que ces beaux posts bien rédigés. Donc j'ai du mal. Je ne suis pas un personal brander, je dois me faire aider au sujet. Je ne suis pas quelqu'un qui est je me considère pas comme un influenceur direct, même si beaucoup me mettent la casquette de, parce que maintenant on draine vraiment une grosse communauté. Et c'est là que je dois prendre une décision dans les prochains mois, en disant ok, est-ce qu'on joue ce côté influenceur de A à Z? Mais je me reconnais pas naturellement dans ce talent naturel. Donc une Nora ou autre, mes collaborateurs, collaboratrices ont une capacité en effet à être beaucoup plus sur le devant de la scène. Moi, je suis peut-être plus un travailleur acharné du fond et je connecte les gens vraiment, on va dire, en backstage. Donc la question se pose, est-ce que je prends un rôle un peu plus de relais visuel et visible? Il y a du potentiel, je dis pas le contraire. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel je suis naturellement à l'aise? Non. Il y a du travail, clairement. Est-ce qu'il y a une plus-value à apporter? Je pense qu'il y a beaucoup de vérités du terrain qui doivent être dites aussi et de choses qui doivent être démystifiées. Et là-dessus, par contre, ça peut être un cheval de bataille qui me motive et qui me forcera à sortir du bois. Mais est-ce que les nouvelles générations ont la capacité de? Oui, certains, tout à fait. Pas tous.
Comment décrirais-tu ton style de leadership et son impact sur la culture de ton entreprise? Sévère mais juste. Je suis extrêmement exigeant envers moi-même. Je précise bien. Donc d'abord envers moi-même, donc il faut vraiment comprendre que tout ce que je demande à mes collaborateurs, je me le suis demandé à moi-même et je suis capable de le produire aussi d'une manière ou d'une autre dans la qualité que je le souhaite. Mais par contre, juste dans le sens où je veux absolument qu'ils se développent au sein de la structure. Point barre. Si le but c'est qu'ils lancent leur boîte par après, on y arrivera. Si le but c'est qu'ils montent en estime personnelle ou que sais-je, il n'y a pas de souci, on y arrivera et la porte est toujours grande ouverte pour en parler. Donc, je m'estime être extrêmement accessible à ce niveau-là, dans le sens où ils peuvent vraiment venir nous parler de tout et n'importe quoi, perso ou pro évidemment. Mais c'est vrai que derrière, j'ai un peu cette casquette de dictateur en chef qui met le tempo, mais toujours avec, je pense, du moins j'essaye, et je pense que c'est ressenti aussi, énormément de bienveillance et aussi de l'autodérision. Vraiment, je pense que là-dedans, ils savent très bien que David est très sévère, très exigeant, mais très juste, et que tout le travail aussi est vraiment bien récompensé. Et niveau autodérision, on a fait notre anniversaire, on a créé un laser game géant pour l'occasion, c'était juste une pure folie, c'était génial comme soirée. Et on avait créé des urnes aussi, parce que certains nous disent, tiens, comment est-ce que je peux participer à l'anniversaire de Waymet? Et les urnes, c'était juste, choisissez la future coiffure de David, quoi. Donc, ils avaient le choix entre revenir à une tête rasée, laisser les cheveux pousser ou coupe mulet. Malheureusement pour moi, la coupe mulet a gagné. Donc, au mois de juin, je vais devoir me faire une belle coupe mulet ici. Donc, j'annonce aussi. Ça va être assez chouette. Donc, voilà, le travail pour moi d'être de qualité doit être bien pensé, mais doit permettre aux gens de s'épanouir. S'ils travaillent... Donc, on a par exemple comme règle au bureau, il n'y a pas d'heure de bureau. Ça peut être positif comme négatif, mais moi, je suis le premier à l'utiliser. C'est-à-dire que l'après-midi, je sais que je suis pas bon. Il y a vraiment des moments où il faut me caler des réunions pour me tenir éveillé, sinon ça va pas. Donc moi, l'après-midi, ils savent que je pars courir, que je pars promener mon chien. Et à ce moment-là, boum, j'ai les idées qui se décantent et je sais, ils m'entendent souvent téléphoner, mais en plein milieu du vent à des bourrasques, parce que mon chien est en train de se balader à gauche et à droite. Et c'est ma manière de faire aussi, disant les gars, ça ne sert à rien que vous restez au bureau et travaillez 3 heures sur une tâche que généralement vous prenez 15 minutes pour la faire. Vous prenez du temps off et vous la faites quand vous êtes efficace. No stress. Tant que les to-do du jour sont faites, c'est fait, point barre. Donc ça, c'est notamment une méthode de travail qui permet à chacun de s'auto-responsabiliser aussi et d'avancer. Et sincèrement, l'esprit d'équipe et les valeurs humaines sont prépondérantes et j'ai de la chance d'avoir une très très bonne team et franchement, on se marre bien. Justement, comme tu dis, tu travailles pas mal avec des étudiants. Forcément, les étudiants, ils terminent leurs études et il y a une rotation quand même par rapport à ça. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous processez beaucoup pour que le nouvel étudiant soit directement opérationnel? Ça marche comment? Alors, c'est finalement très simple. Je me remets en question non-stop et je remets en question le modèle non-stop. Donc, la première semaine de l'étudiant, c'est juste, je ne te dis rien de ce qu'est Waymet, comprends-le par toi-même. Et de là, il doit juste regarder les réseaux, le site internet. Ah, moi j'ai compris, vous faites ceci, cela. Ok, il a compris. Ça veut dire que notre com est encore aligné, ça veut dire qu'on est encore assez clair, ça veut dire que les participants des événements savent à quoi s'attendre, ça veut dire qu'il, boum, c'est trop en suicide. Et puis boum, on lui ouvre le cadenas et la fameuse pieuvre, parce qu'on a maintenant 8 départements. Et là, ah oui, ok, vous faites aussi ça. Ah oui, vous faites aussi ça. Et donc là, c'est intéressant parce que je vois exactement, toujours avec beaucoup de naïveté, ce que le monde extérieur peut comprendre en scrollant nos réseaux, notre site internet. Donc on se nourrit de cette naïveté, de cette non-connaissance de notre concept, pour être certain d'être toujours bon niveau com. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'être toujours dans la tête dans le guidon, et en fait, mais oui, c'est clair, je suis certain que les gens comprennent ce qu'on fait, et en fait, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas la même connaissance que toi. Donc, c'est hyper important d'avoir en fait justement ce sang neuf qui permet de toujours se remettre en question. Et de là, ok, c'est quoi tes pistes d'amélioration? Ah, mais moi, je pense que vous pourrez être présent là-dessus. Ah, je pense que là, vous devriez faire ce genre de poste, c'est un peu plus efficace. Ok, ça te dit de le faire? Ok, let's go. Et on responsabilise du jour au lendemain. Vas-y, tu me proposes une version, 2 versions, 3 versions, et qu'on prenne très vite que c'est souvent la 3e qui est la meilleure que les 2 premières. Et là, on commence à faire de l'itération, on change ensemble, on réfléchit en équipe. Il y a vraiment un truc à creuser là-dessus. Ok, let's go. Et là, on responsabilise, et peu à peu, en 3 semaines, généralement, ils sont maîtres de leur département respectif, parce que chez Waymet aussi, il n'y a pas d'organigramme avec des rôles préattribués. Il y a des responsabilités, des zones de responsabilité. Mais ils sont libres de dire, tiens, c'est quand même la com qui me parle beaucoup plus. Ah non, moi c'est l'événementiel, donc c'est vraiment l'organisation d'événements qui me parle beaucoup plus. On les a précastés en sachant déjà qu'il y a des zones qui leur parlent plus, c'est clair, mais on les a pas casés. Et donc ils ont vraiment les premières semaines pour faire le premier pas et s'approprier le projet. Quand on dit qu'Waymet c'est votre projet, c'est notre projet, comme diraient certains,
Mais c'est vraiment le cas. Les gens se l'approprient, ils en font ce qu'ils veulent, et ça part. C'est pour ça qu'OIMED se permet vraiment d'évoluer avec son temps et avec sa génération. Et nous qui avons aussi une communauté qui est d'un côté très mature, des gens qui veulent se lancer alors qu'ils sont au boulot et qui veulent enfin lancer leur projet, mais aussi assez jeunes, des gens qui disent tiens, j'ai pas envie de faire du métro boulot dodo et donc j'ai envie de me lancer dès le début. C'est hyper important de rester connecté aussi avec ces gens assez jeunes et de la nouvelle génération. Donc tu es un jeune papa. Ouais. Comment est-ce que tu gères tes engagements professionnels et tes intérêts personnels? On pourra dire ça avec un peu plus de recul dans quelques mois, parce que là, ça fait 2 mois. Mais déjà avant, tu étais en couple, donc comment est-ce que tu gères le côté privé et c'est David double face, je pense. En professionnel, je surfe. Je suis naturellement à l'aise et j'adore connecter les gens et let's go. En termes de vie privée, heureusement que ma femme est là pour me connecter au monde social encore et avoir des belles sorties, des beaux week-ends avec nos potes. Donc, je m'éteins le week-end, je repose mes batteries et je redémarre le lundi. C'est grosso modo ça. Donc, c'est assez drôle à voir. Mais je suis hyper actif quand même dans beaucoup de choses, notamment au niveau du sport. Et je reste quelqu'un de passionné. Donc, quand je suis dans un domaine qui m'intéresse, je drive. Et je pense que j'emporte beaucoup de monde dans mon sillon. Dès qu'il y a un truc qui, ça me parle pas trop, je pense que David, il s'éteint un peu naturellement. Et donc, comment concilier les deux? Pour l'instant, avec la vie de famille, c'est difficile à dire. On est encore dans les premiers mois, il y a les petites nuits. Donc, désolé si j'ai un discours incohérent. N'hésitez pas à me reposer des questions en live sur le podcast. Mais en effet, c'est encore des choses auxquelles je dois apprendre à jongler. Mais déjà, respect aussi. Je suis impressionné par les femmes et la maternité. Tout ce qu'elles vivent, tout ce qu'elles endurent, tout ce qu'elles surpassent aussi et se dépassent. C'est une vie entrepreneuriale de A à Z, un projet d'avoir un enfant, c'est assez incroyable. Donc là, j'apprends aussi beaucoup et je me mets au service d'eux parce que là, sincèrement, ma chère et tendre, c'est juste respect, dis-moi ce que je peux faire pour t'alléger parce que pour l'instant, je trouve que beaucoup trop repose sur tes épaules, qu'est-ce que je peux faire? Donc je me mets au service d'eux. Je coupe aussi mes temps de travail vraiment de manière différente et on parlait de tout à l'heure les après-midi où j'étais moins productif. C'est beaucoup plus régulier que je sois juste à la maison, le petit sur les bras et je fais des calls, tout simplement. J'essaie d'optimiser un maximum. Et ça, c'est une liberté que je trouve que tout entrepreneur se doit de prendre, c'est sa gestion du temps. Je suis plus productif en étant simplement avec mon petit sur les bras parce que je suis certain que là, il est bien et je peux faire un call quand il est en train de se reposer sur moi, il n'y a pas de souci. Je l'ai même déjà emmené au bureau. Il est déjà venu plusieurs fois au bureau et c'est déjà la mascotte. Et pour te dire à quel point on a un esprit d'équipe vraiment très très important au sein de OIMED, Nora est même la marraine de mon fils. Donc c'est vraiment des choses... Quand on dit c'est de nouveau des phrases qui peuvent paraître bateaux dans la bouche de certains, mais quand je dis qu'on a vraiment un esprit de famille chez OIMED, c'est le cas dans l'équipe, mais aussi dans les gens qui sont passés par l'équipe, qui ont fait des stages. Ils reviennent à chaque fois quand on fait des anniversaires, c'est toujours un plaisir de les revoir. Et donc voilà, donc concilier le tout est vraiment assez... On va dire que chez moi, ça ne fait qu'un. Ma vie perso et ma vie pro, c'est la même chose. Nora est marraine de mon fils. Mon témoin de mariage était un ancien participant rencontré à une session OIMED que je n'avais jamais vu auparavant, que j'ai rencontré. J'ai un coup de cœur énorme sur ce gaillard-là. Et je dis, mais c'est incroyable, j'adore ta personnalité, on est devenu un excellent pote. Des gens avec qui je pars maintenant en vacances sont des gens que j'ai rencontrés aux sessions OIMED aussi. Donc je pense que ma limite est très très fine, voire inexistante entre ma vie pro et ma vie privée. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients aussi. As-tu remarqué un changement dans le regard des autres par rapport à l'évolution positive de ton activité d'entrepreneur? En fait, c'est le pitch qui est facilité. Donc les gens me disent « Ah tiens, ça c'est David qui a lancé OIMED. » C'est OIMED. Donc avant, j'étais en train de dire « Oui, j'ai un concept un peu bizarre qui permet aux entrepreneurs de partager leurs idées folles, de rencontrer des gens tout aussi fous qu'eux. C'est un speed dating. » Ok, tu fais du speed dating, mec, c'est quoi ce truc? Et maintenant, je le regarde « Ah, c'est toi OIMED ?» Et là, je dis oui, enchanté. Et je ne sais pas ce qu'ils ont entendu parler de nous, donc c'est très non, ok, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on fait? Oui, vous êtes une sorte de chasseur de tête d'entrepreneur pour entrepreneur. J'ai vu que vous faites des événements un peu détonnants. Et puis je vois vraiment quel prisme ils ont eu par rapport au projet. Le côté plus B2B, le côté aussi pédagogique, le côté des fois vraiment associatif et association. Donc ça a évolué. Les gens, des fois, pitchent à ma place au OIMED. C'est déjà très drôle. Donc ça, il y a du mouvement. Et quelles sont les valeurs fondamentales qui orientent ta démarche entrepreneuriale au quotidien? La bienveillance et la transparence. Point. Si tu veux
allez, je vais quand même dans un milieu un peu catho si je dois faire le parallèle, mais vraiment, ne fais pas à ton voisin que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Grosso modo, c'est ça. Et permettre à tes voisins de s'épanouir, c'est encore mieux, quoi. Donc, c'est vraiment ça, permettre à chacun de se développer via l'entrepreneuriat, qui est une des voies. C'est pas la voie, mais c'est une des voies de l'épanouissement à mes yeux. Let's go. Et la transparence. Dans la communication, j'ai aussi beaucoup appris à ce niveau-là. Mais au quotidien, quoi. Je lutte encore contre des... Vu qu'ils sont par exemple très early stage, il y a des gens qui n'osent pas parler de leurs idées aux événements en disant « Ah tiens, j'ai peur de me faire copier l'idée. » Mais ça, c'est une fausse croyance à mes yeux. Pourquoi ? Parce que si tu ne parles pas de ton idée, comment être certain qu'il y a un marché ? Comment être certain que quand tu la sortiras enfin, en fait, tu as des clients ? Parce qu'à un moment donné, tu devras en parler de ton idée. Alors, il y a une grosse différence entre dire « Tiens, j'ai inventé un moteur qui fonctionne à l'eau et voici comment fonctionne mon moteur qui fonctionne à l'eau et tu dévoiles les plans sur une table. » Non, mais parler d'un concept de... le gain, enfin le pain que tu résous, le gain que tu apportes sur le marché, c'est vraiment ça qui est intéressant. Quelle était ta question déjà ? Je me suis reperdu. Les valeurs fondamentales qui orientent ta démarche entrepreneuriale au quotidien. Oui, bienveillance, transparence, et on pourrait dire confiance, quoi. Disons, oser parler de ses idées, oser travailler en équipe, ça requiert pas mal de confiance. Y a-t-il une citation ou une pensée qui t'inspire dans ta vie de tous les jours ? Moi, je me dis toujours ne pas avoir de regrets. Point. Si j'ai un doute je dis, ok, est-ce que ça, je risque de regretter ? Oui, fais-le. Point. Je déteste les regrets. Le regret, c'est l'inaction. C'est je regrette de ne pas l'avoir fait. Et donc, vu que l'entrepreneuriat, c'est de l'action, je ne veux pas avoir de regrets. Point. Donc, je veux entreprendre. Et comment envisages-tu l'évolution de ton secteur dans les prochaines années et la place que va prendre OIMED dans ce secteur ? C'est une vision qui manque au projet. Parce que... Certains nous recommandent fortement de dire « Ok, vous avez maîtrisé la Belgique, allez voir en France et au Canada. » Et j'étais là, oui, pourquoi pas. Mais j'en sais rien. Je vis un peu au jour le jour. Donc là, je suis peut-être pas la bonne personne pour travailler la vision de OIMED, ça a été aussi peut-être un défaut. On a une capacité à peut-être dupliquer un modèle tout en me disant « Mais en fait, il n'y a que nous qui savons vraiment comment les rouages fonctionnent. » Et il y a vraiment un côté patte OIMED que les gens nous reconnaissent disant « On voit quand c'est du OIMED et on voit quand c'est pas du OIMED. » Pour des simples speed dating, j'insiste, tous des événements aussi un peu conjoints qu'on a déjà organisés. Donc la vision du domaine, l'événementiel, c'est compliqué en ce moment, on va pas se le cacher. Je pense que beaucoup de gens ont pris des coûts financiers avec différentes raisons, on ne va pas tous les lister. Et la première chose qui coupe, c'est la participation à des événements, le sponsoring d'événements, l'organisation d'événements. C'est peut-être les premières coupes budgétaires qui n'est pas dans leur core business, auxquelles ils pensent aussi. Cependant, c'est vital pour continuer à avoir une osmose et réussir à lancer un écosystème qui peut grandir ensemble et s'extirper justement de l'ornière dans laquelle on est. Donc, des événements bien pensés, pertinents, qualitatifs et différents vont faire la différence et là, OIMED a vraiment une carte à jouer. Pour terminer, pourrais-tu partager avec nos auditeurs 3 fondamentaux d'après toi de la réussite ? Un entrepreneur qui ne parle pas n'avance pas. Osez parler de vos idées, sinon vous n'aurez pas de retour du marché, vous n'aurez pas un produit market fit, comme on appelle ça, vous serez en train de travailler dans votre laboratoire, dans votre cave, dans votre grenier, sans être certain que ça plaise à quelqu'un le jour où vous sortez votre fabuleux produit, et je suis certain qu'il est fabuleux. Parlez au plus vite pour co-construire au plus vite avec des gens qui seront vos futurs clients. Vous avez tout à gagner, rien à perdre. Deuxièmement, oser. Ça, de nouveau, c'est bateau, désolé, mais oser, c'est prendre confiance en vous, quoi. Il y a vraiment des choses où je me dis, mais en fait, t'as eu les couilles de le faire et c'est passé, quoi. Et il y a vraiment des gens qui, par moments, nourrissent des regrets et c'est juste, si seulement j'avais fait ça à ce moment-là. Ah oui, mais ton idée était sympa, je l'avais eu il y a 2 mois. Oui, mais moi, je l'ai fait. Tu vois, vraiment, ose. Point. C'est une notion de regret quand je vois comme certains les emportent avec eux et commencent à devenir un peu aigris, disant, ah oui, mais il fut un temps, j'avais l'opportunité de... pourquoi tu l'as pas saisi ? Enfin, vraiment, ose. C'est dans ce terme-là. En terme, n'est pas de regret, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « osez entreprendre, osez vous lancer ». Mais vraiment, les gars, n'est pas de regret. Enfin, je comprends pas des fois les gens qui disent « j'ai l'opportunité, moi je vais pas le faire ». Ah oui, ok, dommage. Et on en reparle dans 6 mois et on verra un peu comment tu le sens. Donc, parler, oser. Et alors, j'ai une notion un peu où il faut être têtu mais pas borné. Dans le sens où quand tu parles et que tu oses parler de tes idées, pour faire le point avec les 2 premiers points, tu vas t'ouvrir à beaucoup de feedback, y compris des feedbacks négatifs.
privilégier donc les feedbacks constructifs et donc être têtu dans le sens je sais ce que je veux faire comme projet, mais ne pas être borné, sachant écouter les feedbacks, disant écoute, là je pense que tu fais fausse route, ou il suffit de faire un petit pivot et tu seras bien. Et donc ça c'est la différence. Ne pas se laisser abattre par des commentaires négatifs parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vouloir te taquer au niveau des jambes et au niveau des genoux. Tiens non, écoute, t'es trop petit, t'es trop jeune, t'es pas assez grand, tes événements ça doit être 10 fois plus haut, ça doit être 10 fois plus fort. Non, sois toi-même, fais un truc qui vraiment te parle parce que l'alignement, c'est un truc que j'ai découvert il y a maintenant un an. Et à un moment donné, j'étais là, ok, là je sens que ça me nourrit plus, quoi. Je vais au travail en étant fatigué, ça c'est pas normal. Donc, et là j'ai changé des projets, j'ai arrêté des projets en disant, écoute, je suis plus aligné, je sens que ça me drive plus. Et donc je me fais vraiment une confiance énorme en mon corps et à mes sensations, quoi. Vraiment, si je sens que je suis là en mode, ok, je dois sortir du lit pour y aller, plutôt que hop, je suis déjà réveillé et j'y vais parce que je suis impatient d'y aller, c'est vraiment des signaux instinctifs qui prouvent qu'il y a une erreur. Il y a vraiment une erreur sur la compréhension du schéma. Et donc là, il faut vraiment prendre conscience de sois certain ou aie des sensations et écoute-toi, ne sois pas borné mais têtu. Et c'est un petit peu ça la différence aussi qui fera que tu te sens bien dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose ? C'est vrai que tu as abordé le Why Met de demain et que si je fais un peu un rétro-pédaling, je me dis tiens, c'est vrai qu'on pourrait aussi parler de ce qu'on va faire demain. Parce que Why Met évolue avec son temps et donc par exemple nous on a vu ça se compte maintenant en centaines et voire en milliers d'entrepreneurs qu'on a rencontrés, hein, donc on a au moins 5000 entrepreneurs différents rencontrés dans nos événements et là par exemple on est sur un nouveau créneau parce que la maturité du projet va avec la maturité de sa communauté, donc on a pas mal de gens qui lancent des projets via les événements Why Met, mais pour moi il y a 3 chemins. Il y en a un où tout marche très bien, projet, enfin idée, projet, start-up, scale-up, et boum, ils sont le roi du monde. Un chemin où ça va très mal, très vite ils se prennent un mur parce qu'il n'y a pas de marché, pas de clients, et ils arrêtent le projet pour des bonnes raisons, heureusement des fois trop tôt que trop tard, des fois trop tard. Et puis il y a l'autre chemin, le chemin un peu vivotant, où tu vois, tu as des projets qui ont l'attraction, qui ont des ventes, qui ont chaque fois, tiens, ok, on arrête, puis boum, ils ont un client qui redébarque, ok, on prolonge d'un mois, donc ça vivote, ça survit plus qu'autre chose. Et en fait, Why Met aujourd'hui a une vocation de toujours permettre aux gens de s'épanouir, mais à leur projet d'avoir aussi une belle vie. Et donc, durant cet été, on va lancer un nouveau service qui est du reprenariat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont conscience qu'ils ont atteint certaines limites et qui vont dire, tiens, je pense qu'il y a un porteur de projet qui serait plus adapté que moi parce qu'il a un meilleur réseau, des meilleures compétences, des meilleures finances. Let's go, je suis prêt à céder mon projet pour qu'il continue non pas à vivoter, mais à vraiment vivre. Et là, je suis en train de valider cette formule-là qui marche assez bien, notamment auprès des solo-repreneurs qui s'estiment ne pas être assez créatifs que pour lancer un projet de zéro, dire ok, moi je suis prêt à reprendre un projet qui a déjà fait un peu ses maladies de jeunesse, mais je vais l'amener à une étape vraiment qui est la belle PME, ou les PME tout simplement, qui en fait voient ça d'un très bon œil, disant mais au lieu d'investir dans un gros département R&D où on ne sait pas trop vers où va le vent, là en fait on peut mettre la main sur des innovations de marché qui sont très intéressantes pour nous et qui permettent à des entrepreneurs qui ont bien bossé dessus d'être rémunérés en juste cause, et surtout que leur projet est une belle vie aussi dans notre portfolio à nous. Donc ça, c'est un nouveau step qu'on va faire chez Why Met, c'est permettre de reprenariat et de redonner vie à des projets. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que notre philosophie, c'est de donner tout ou en partie. C'est-à-dire que s'il y a des projets qui ont un gros asset, imaginons que tu as des gens qui ont lancé un gros projet qui marche très bien, qui a une énorme communauté derrière, qui pour des raisons personnelles, professionnelles, ont été voir ailleurs et ont mis le projet un peu au placard, ben en fait, la grosse communauté qu'ils ont lancée à l'époque peut être reprise parce qu'un projet conjoint dans le même secteur a exactement la même cible. Il va dire, maintenant, tu as 5000 followers sur Instagram ou 10 000 sur Facebook. Ça ne te dit pas que je deviens modérateur et moi, je reprends cette partie-là de ton projet. Comme ça, je donne vie à cette communauté-là. Je reste sur le même créneau, je parle du même principe, des mêmes genres d'activités, mais je reprends et je donne une vie 2.0 à ton activité. Alors que moi, si j'avais dû refaire, entre guillemets, réinventer la roue, j'aurais dû recommencer ma petite page Facebook, Instagram à 0 like et 2 likes et papy, mamie, Jacqueline ont commencé à me liker et me suivre, mais ça aurait été bien loin de ta communauté à toi. Donc on va ici, à cet été-ci, relancer dans des projets en fait, qui en valent vraiment la peine. Donc si jamais vous m'écoutez encore et toujours après ce long monologue, enfin cette discussion avec Geoffroy, n'hésitez pas, si vous avez des belles opportunités ou si vous êtes à la recherche de belles opportunités entrepreneuriales, on en a un paquet chez nous aujourd'hui et donc on veut leur donner une belle vie et vous donner une belle vie aussi. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent entreprendre et qui n'ont pas forcément l'idée géniale à un moment précis. Donc c'est... Tout à fait. Et maintenant, Why Met, qui a un réseau assez bien implémenté, a soit des personnes qui sont à la recherche d'associés encore et toujours, soit des projets qui ont été mis un peu au frigo par manque de temps du porteur du projet actuel qui sont à reprendre.
Un grand merci David pour ce partage inspirant. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, nous vous invitons à le partager et à vous abonner. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt.